Les chevaliers du Moyen-Âge, on les imagine en armure étincelante, volant au secours des princesses et protégeant les faibles au nom de l'honneur. C'est effectivement une belle histoire. Le problème, c'est qu'elle est en grande partie fausse. Dans cette vidéo, vous allez découvrir qui étaient vraiment ces hommes, comment on devenait chevalier, combien ça coûtait, ce qu'ils faisaient réellement de leur journée, et surtout pourquoi la fameuse princesse n'était pas prête d'être sauvée. La réalité était bien plus rude et souvent bien moins glorieuse que la légende. Une légende fabriquée. Commençons par une question simple. D'où vient cette image du chevalier que nous avons tous en tête? Celle d'un guerrier valeureux, loyal envers son roi, courtois avec les dames et redoutable face à ses ennemis. La réponse va peut-être vous surprendre, cette image n'a pas été inventée par les chevaliers eux-mêmes, ni même par les gens de leur époque. En fait, elle a été fabriquée bien plus tard par des poètes et des conteurs qui ont embelli le passé pour le rendre plus beau qu'il ne l'était. Désolé, mais la chevalerie est une invention presque entièrement poétique. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que cette fameuse époque dorée de la chevalerie, on la situe toujours loin de nous, généralement dans une sorte de passé flou. Les écrivains du XIIe siècle la plaçaient par exemple à l'époque de Charlemagne, soit 300 ans avant eux. Les gens du XVIe siècle, quant à eux, la situaient au XIIe. Autrement dit, à chaque génération, l'âge d'or des chevaliers se trouvait toujours quelques siècles plus tôt, jamais sous les yeux de ceux qui en parlaient. Et c'est tout là le problème. Quand on examine les documents d'une époque donnée, les vrais, ceux écrits sur le moment, on ne trouve pas de chevalier parfait. Au contraire, on trouve des récits de violence, de pillage et de brutalité. Ce n'est que plus tard, une fois le temps passé, que les poètes recouvrent ces mêmes époques de leur belle fiction de courage et de loyauté. Alors, mettons la légende de côté un instant et regardons ce que les archives nous disent vraiment. Qui étaient ces hommes? Comment le devenait-on? Et que faisaient-ils jour après jour? Devenir chevalier. D'abord, il faut comprendre une chose, on ne naissait pas chevalier et on ne le devenait pas non plus en un jour. C'était en fait le résultat d'un très long apprentissage qui commençait dès l'enfance. C'est ainsi que tout commence par une séparation. Imaginez la scène, un garçon d'environ 7 ans, issu d'une famille noble, quitte la maison de ses parents. 7 ans, c'est très jeune, même pour l'époque. Pourtant, à cet âge, ses parents avaient décidé de l'envoyer vivre chez un autre seigneur, parfois loin de chez lui, et ce pour de longues années de formation. Pourquoi si tôt et pourquoi ailleurs? Tout simplement parce qu'on pensait qu'un enfant apprenait mieux loin de ses parents, sous l'autorité d'un maître étranger qui ne le maternait pas. C'était dur, mais c'était considéré comme une chance, car être accueilli chez un seigneur important, c'était déjà entrer dans le grand monde. À son arrivée, le garçon devient généralement ce que l'on appelle un page. Et il ne faut pas se tromper sur ce mot. Un page, ce n'est pas un petit chevalier en herbe qui s'entraîne à l'épée toute la journée. C'est avant tout un jeune serviteur. Voici à quoi ressemblaient ces journées. Tout d'abord, il servait à table lors des repas, apportait les plats ou bien remplissait les coupes. Également, il portait les messages d'un bout à l'autre du château. Il pouvait même aider son maître et sa maîtresse à s'habiller, s'occupait de petites tâches, se rendant utile en permanence. En clair, il observait et il servait. Mais pendant qu'il servait, il apprenait, car tout cela faisait en fait partie de l'éducation. En vivant au milieu des nobles, le page absorbait les bonnes manières, apprenait à se tenir, à parler correctement et à reconnaître les usages de ce monde très codifié. On lui enseignait aussi les premiers gestes du futur guerrier, mais sous une forme légère, presque comme un jeu. Il montait sur de petits chevaux pour apprendre à tenir en selle. Il maniait des armes en bois, des bâtons, des épées factices pour habituer son corps au mouvement sans risquer de se blesser. Et surtout, il regardait les chevaliers adultes s'entraîner en rêvant sans doute du jour où il leur ressemblerait. Souvent, on confiait aussi son instruction à des femmes du château et parfois à un prêtre, car un futur chevalier ne devait pas seulement savoir se battre. En fait, dans l'idéal chevaleresque, il devait aussi connaître quelques prières, parfois apprendre à lire un peu, retenir des chansons et des histoires, et puis surtout acquérir le vernis de culture attendu d'un homme de bonne naissance. Le page passait ainsi plusieurs années dans ce rôle, à grandir, à observer et à se préparer. Puis vient un grand tournant. Vers l'âge de 14 ans, à l'adolescence, le page devient écuyer. Et là, tout change de niveau. Fini le temps où l'on jouait avec des épées en bois, l'écuyer entre dans le métier pour de vrai. Mais que faisait un écuyer exactement?
D'abord, il était attaché à un chevalier précis qu'il servait de près, et son nom le dit bien. Écuyer vient du mot qui désigne l'écu, c'est-à-dire le bouclier. Car effectivement, à l'origine, c'était celui qui portait le bouclier de son maître. Mais sa tâche allait bien au-delà. Voici ce dont il s'occupait. Il prenait en effet soin des armes du chevalier, les nettoyait, les affûtait et les gardait en état. Il s'occupait également de l'armure, cet assemblage compliqué de pièces qu'il fallait entretenir contre la rouille et aider à enfiler, car un homme seul ne pouvait pas se sangler dans une armure complète. Et surtout, il s'occupait des chevaux, qui étaient des animaux précieux et délicats à nourrir, à panser et à préparer pour le combat. Mais le plus important, c'est que l'écuyer suivait son maître partout, y compris à la guerre. Et c'est là, sur le terrain, qu'il apprenait vraiment le métier. Il accompagnait ainsi le chevalier en campagne, dormait dans la boue avec lui et voyait de ses propres yeux comment on menait une bataille. Au début, il restait en retrait, prêt à tendre une lance neuve ou un cheval frais à son maître au cœur de l'action. Puis, peu à peu, on le laissait participer au combat lui-même. Vous comprenez ce que cela signifie. L'écuyer n'apprenait pas la guerre dans une salle de classe. Il apprenait au milieu de la vraie guerre, là où les coups étaient réels et la mort possible. C'était une école terriblement dangereuse et beaucoup de jeunes hommes y mouraient avant même d'avoir pu devenir chevalier. Car en effet, cet entraînement était d'une dureté qu'on imagine mal de nos jours. Pensez simplement au poids d'une armure et à la chaleur qu'il faisait à l'intérieur. Il fallait apprendre à la porter pendant des heures, à courir, à se battre, à se relever quand on tombait, sans s'épuiser. Il fallait apprendre à frapper juste, encore et encore, jusqu'à ce que le geste devienne automatique. Il fallait surtout apprendre l'exercice le plus difficile de tous, combattre à cheval, car diriger un cheval lancé au galop d'une seule main, tout en tenant une lance ou une épée de l'autre, au milieu du fracas et de la panique, cela demande des années de pratique. Car l'homme et l'animal ne devaient faire plus qu'un. Alors pour cela, on répétait sans fin. On s'entraînait avec de vraies armes, au risque de se blesser pour de bon. On pratiquait aussi des exercices spéciaux, comme charger à la lance contre une cible fixée sur un pivot, qui tournait et pouvait vous frapper en retour si vous étiez trop lent. Tout cela, jour après jour, saison après saison. Quand on additionne les années de page et les années d'écuyer, on arrive à un total impressionnant. 10, parfois 15 ans d'apprentissage. Autrement dit, on consacrait toute son enfance et toute sa jeunesse à un seul but, devenir chevalier. C'était ainsi l'affaire d'une vie entière, bien avant d'en porter le titre. Et au bout de ce long chemin, si l'écuyer avait fait ses preuves, venait la cérémonie de l'adoubement. C'est le moment où il devenait officiellement chevalier. Et cette cérémonie mérite qu'on s'y arrête, car elle a beaucoup changé au fil des siècles, et ce changement raconte à lui seul toute l'histoire de la chevalerie. Au tout début, l'adoubement était une affaire simple, presque purement militaire. Pas de grande mise en scène. Un homme déjà chevalier, souvent le seigneur du jeune homme ou son propre père, lui remettait ses armes et lui donnait un coup symbolique. Ce geste, c'était la fameuse collée. Concrètement, le parrain frappait le nouveau chevalier, à l'origine un vrai coup, parfois du plat de l'épée ou de la main, sur la nuque ou l'épaule. Pourquoi un coup ? Eh bien parce que l'idée était en fait double. D'un côté, c'était le dernier coup que le chevalier devait recevoir sans le rendre. De l'autre, c'était une manière de marquer le moment dans sa mémoire, de le graver en lui. Avec le temps, ce coup brutal s'est transformé en un léger contact de l'épée sur chaque épaule, le geste élégant qu'on connaît aujourd'hui. Mais peu à peu, l'Église s'est emparée de cette cérémonie pour la transformer en profondeur. Et là, tout change. Voici comment elle procédait. La veille, le jeune homme devait prendre un bain qui n'était pas un simple bain d'hygiène, mais un symbole de purification. En fait, comme une sorte de baptême. Ensuite, il passait souvent la nuit entière à veiller ses armes dans une église ou une chapelle, agenouillé en prière dans le silence et le froid. On appelait cela la veillée d'armes. Au matin, on bénissait son épée, on lui rappelait ses devoirs envers Dieu, envers les faibles et envers l'Église. Et alors là seulement, il était fait chevalier. Ainsi donc, voici le vrai changement. Au départ, on avait droit à une remise d'armes entre guerriers. À l'arrivée, on a abouti à une véritable cérémonie religieuse, lourde de symboles et de promesses sacrées. L'Église ne cherchait pas à décorer la chose pour le plaisir, elle cherchait à transformer le sens même du chevalier. Elle voulait qu'il ne soit plus seulement un homme de guerre, mais un défenseur de la foi, un protecteur des faibles et un soldat au service de Dieu. C'est exactement à ce moment-là,
Et de cette manière que naît l'idéal du chevalier vertueux, non pas dans la réalité des champs de bataille, mais dans le décor d'une cérémonie. Il faut tout de même garder une chose en tête. Tous les chevaliers n'avaient pas droit à ce grand cérémonial religieux. En pleine guerre, par exemple, on pouvait adouber un homme sur le champ de bataille, juste avant ou juste après un combat, en quelques secondes, sans bain, ni veillée, ni prière. C'était rapide, brutal et surtout très efficace. Le grand rituel solennel, avec tout son décorum, restait souvent réservé au temps de paix et aux grandes occasions. Voilà donc le point de départ. Un chevalier, c'était d'abord un homme formé pendant la moitié de sa vie pour une seule chose, combattre à cheval et en armure. Tout le reste, l'honneur, la courtoisie, les belles manières ou encore les promesses sacrées, tout cela est venu se greffer par-dessus, souvent à l'initiative de l'Église. Mais à la base, c'était bien une affaire de soldat. Un métier hors de prix. Il y a un aspect du métier de chevalier qu'on oublie presque toujours, et c'est pourtant l'un des plus importants. Être chevalier coûtait extrêmement cher. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un chevalier devait tout payer lui-même, son armure d'abord, qui valait une fortune et qu'il fallait entretenir et remplacer, ses armes ensuite et surtout ses chevaux, car un seul ne suffisait pas. En fait, il en fallait un pour le combat, un pour le voyage, parfois d'autres encore. Et ces animaux coûtaient très cher à acheter et à nourrir. Ajoutez à cela les hommes qui l'accompagnaient, ses serviteurs, ses suivants armés, qu'ils devaient eux aussi équiper et entretenir. En clair, pour devenir chevalier, il fallait être déjà riche, ou bien être au service de quelqu'un de très riche. En fait, ce n'était pas un titre qui rendait riche, c'était même plutôt l'inverse. Il fallait ainsi posséder une fortune pour pouvoir l'assumer. Cette réalité explique beaucoup de choses, notamment pourquoi tous les nobles ne devenaient pas forcément chevaliers, et pourquoi certains, faute de moyens, restaient écuyers toute leur vie. Le titre était prestigieux, mais il était surtout très lourd à porter financièrement. Et cela soulève une question. Si être chevalier coûtait si cher, comment ces hommes gagnaient-ils leur vie ? La réponse, eh bien on la trouve en partie dans une pratique qui peut nous choquer aujourd'hui. Je veux parler de la rançon. Et voici comment ça fonctionnait. Sur un champ de bataille, on ne cherchait pas toujours à tuer son adversaire. Si cet adversaire était un chevalier ou simplement un homme visiblement riche, on avait en effet tout intérêt à le capturer vivant. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on pouvait ensuite le rendre à sa famille contre une grosse somme d'argent. C'était le principe même de la rançon. Et c'est là que se révèle l'une des injustices les plus criantes de cette époque. Les chevaliers et les nobles capturés étaient généralement épargnés, puis échangés contre de l'argent. Mais les soldats ordinaires, les paysans envoyés se battre pour leur seigneur, eux, n'avaient aucune valeur marchande, raison pour laquelle on les tuait sans hésiter. Les riches se faisaient rançonner, les pauvres se faisaient massacrer. La guerre, même au Moyen-Âge, n'était pas la même pour tout le monde. Chevalier en temps de paix. On imagine toujours le chevalier au combat, mais réfléchissez un instant. Une vie entière ne se passe pas à faire la guerre. Alors que faisaient ces hommes le reste du temps, c'est-à-dire en temps de paix ? Eh bien, ils occupaient toutes sortes de fonctions qui n'avaient rien d'héroïque. Beaucoup servaient en effet de garde du corps à des seigneurs plus puissants, d'autres encore faisaient un travail qui ressemblait à peu de choses près à celui de la police d'aujourd'hui, c'est-à-dire maintenir l'ordre, surveiller un territoire et faire respecter les décisions en vigueur. Certains servaient même de médiateurs, c'est-à-dire qu'ils réglaient les conflits entre voisins, un peu comme des sortes d'arbitres. Imaginez donc un mélange de soldats, de policiers et d'agents de l'autorité, et vous aurez ainsi une idée plus juste de ce qu'était vraiment un chevalier au quotidien. À noter qu'ils s'occupaient aussi de leurs terres, quand ils en avaient bien sûr, car beaucoup étaient de petits seigneurs locaux. Gérer un domaine, surveiller les récoltes, encadrer les paysans, voilà le genre de tâches bien réelles qui remplissaient leur journée. Et puis, pour s'entraîner et pour se faire un nom, il y avait bien entendu les tournois. Ces derniers tenaient une place tellement importante dans la vie d'un chevalier qu'il mérite qu'on s'y attarde vraiment. Vous commencez à l'entrevoir, la vie d'un chevalier ressemblait assez peu à la légende. C'était surtout une existence faite de services, de gestion, d'entraînement et de temps en temps de guerre. Le reste, les grandes quêtes et les exploits flamboyants appartiennent surtout aux contes de fées. Mais avant d'en venir au plus grand mythe de tous, celui de la princesse en détresse, arrêtons-nous sur ces fameux tournois, car ils sont eux aussi très différents de l'image qu'on s'en fait. Les tournois, un chaos spectaculaire.
Quand on pense à un tournoi médiéval, on a une image très précise en tête. De chevaliers en armure, lancés au galop, l'un vers l'autre, lance pointée, qui s'entrechoquent dans un grand fracas, pendant que la foule applaudit et qu'une dame agite son mouchoir. Cette image existe, c'est vrai, sauf qu'elle correspond à la toute fin de l'histoire des tournois. Au début, c'était quelque chose de bien plus brutal et surtout de bien moins élégant. Voilà à quoi ressemblait un tournoi à ses origines. Tout d'abord, ce n'était pas un duel poli entre deux hommes, c'était une bataille de groupe, une immense mêlée. On appelait d'ailleurs cela une mêlée, et le mot veut tout dire. Deux camps de chevaliers, parfois des dizaines de chaque côté, se chargeaient à travers la campagne, à cheval, dans une vraie pagaille. Et attention, ça ne se passait pas sur un petit terrain bien délimité. Au contraire, ça s'étalait sur des champs entiers, des villages, des bois, et ce sur plusieurs kilomètres. Les combattants se poursuivaient, se renversaient, se cognaient, à peu près comme dans une vraie bataille. Et c'est bien le point essentiel. À l'origine, le tournoi n'était pas un spectacle, c'était un entraînement à la guerre, le plus réaliste possible. On y apprenait à charger en groupe, à manœuvrer à cheval, à se battre dans la confusion. La seule différence avec un vrai combat, c'est qu'on n'était pas censé tuer son adversaire. Mais comme on utilisait souvent de vraies armes, les accidents étaient donc fréquents et les morts aussi. On pouvait donc très bien partir s'entraîner un matin et ne jamais rentrer chez soi. Pourquoi des hommes risquaient-ils ainsi leur vie dans ces mêlées alors qu'il n'y avait pas de guerre ? Eh bien, pour deux raisons. Et la première va peut-être vous étonner. Tout simplement pour l'argent. Et voilà comment ça marchait dans un tournoi. Quand vous parveniez à vaincre un adversaire, vous pouviez également le capturer, exactement comme à la guerre. Et que faisait-on d'un adversaire capturé ? Eh bien, on lui prenait son cheval et son armure, qui valaient une véritable fortune, ou bien on pouvait tout simplement le libérer contre une rançon. Autrement dit, un bon combattant pouvait gagner énormément d'argent en une seule journée de tournoi, en ramassant les chevaux et les équipements de ceux qui l'avaient vaincu. Pour un jeune chevalier sans terre ni fortune, c'était parfois le seul moyen de s'enrichir. Certains passaient ainsi leur vie à voyager de tournoi en tournoi, comme des sportifs professionnels d'aujourd'hui, vivant de leur victoire et de leur prise. Après l'argent, la deuxième raison, c'était la réputation elle-même, car se distinguer dans un grand tournoi devant de nombreux témoins, c'était se faire un nom. Et un nom, à cette époque, ça pouvait tout changer. Cela attirait l'attention des seigneurs puissants qui cherchaient des combattants de talent à prendre à leur service. Un écuyer brillant pouvait ainsi gravir les échelons, gagner la confiance d'un grand seigneur et obtenir une position qu'il n'aurait jamais eue autrement. Le tournoi, c'était donc aussi une sorte d'examen public, une vitrine où l'on montrait ce que l'on valait. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car les tournois ont énormément évolué avec le temps. Et cette évolution est tout simplement passionnante. En effet, au fil des siècles, ces grandes mêlées chaotiques et dangereuses se sont peu à peu transformées en spectacles organisés. Et bien d'abord parce qu'elles étaient trop meurtrières et que l'Église, comme les rois, les voyait souvent d'un mauvais œil. En effet, trop de chevaliers mouraient dans ces affrontements et certains rois s'inquiétaient aussi de voir tous ces hommes armés se rassembler, car cela pouvait facilement dégénérer en révolte. Alors peu à peu, on a encadré la chose, on a ainsi délimité des terrains, on a également établi des règles et surtout, on a fait passer au premier plan une épreuve plus contrôlée. Je veux parler de la joute. La joute, c'est justement l'image qu'on a en tête quand on parle de tournoi de chevaliers. Désormais, plus de grandes mêlées confuses, mais un face-à-face. Deux chevaliers séparés par une barrière qui se chargent l'un vers l'autre, lance baissée, chacun essayant de désarçonner l'autre. C'est plus lisible pour le public, plus spectaculaire et surtout un peu moins mortel. Et c'est à ce moment-là que le tournoi devient une véritable fête. Imaginez le décor. Des tribunes dressées autour du terrain, des bannières colorées qui flottent au vent, des nobles en habits magnifiques, des musiciens, des marchands et une foule nombreuse venue de loin. Les chevaliers ne se battaient plus seulement pour gagner, mais pour briller et pour impressionner. On portait ainsi des armures décorées et des couleurs voyantes. Tout devenait mise en scène. Le tournoi s'était transformé en un mélange de compétitions sportives, de spectacles et de grandes fêtes mondaines. C'est aussi à cette période que sont nés certains détails que l'on prend aujourd'hui pour le cœur même du Moyen-Âge. Le chevalier qui porte les couleurs d'une dame, par exemple, ou qui combat en son honneur. Ces gestes très théâtraux appartiennent surtout à cette dernière époque des tournois spectacles. Ils faisaient partie du décor de la fête, autant que du sentiment.
Là encore, l'image romantique vient surtout de la fin de l'histoire, pas du début. Mais ne nous y trompons pas, même devenus des spectacles encadrés, les tournois restaient dangereux, les accidents continuaient, et on y voyait encore des chevaliers grièvement blessés, parfois tués, malgré toutes les précautions. Le plus célèbre exemple est le roi de France Henri II, le propre fils de François Ier, qui mourut des suites d'une blessure reçue lors d'une joute, un éclat de lance ayant pénétré dans son casque. La preuve que derrière la fête et les belles armures, le risque de mort n'avait jamais complètement disparu. Voici donc ce qu'étaient vraiment les tournois. Au départ, un entraînement brutal et lucratif, une bataille presque réelle pour gagner de l'argent et se faire un nom. À la fin, un grand spectacle codifié, un théâtre de couleurs et d'honneur. Entre les deux, des siècles d'évolution. Et comme souvent avec le Moyen-Âge, c'est l'image la plus tardive et la plus polie qui nous est restée. La princesse en détresse. Arrivons maintenant à l'image la plus célèbre de toutes, le chevalier qui sauve la demoiselle en détresse, celui qui dégaine son épée, terrasse le méchant et délivre la belle prisonnière. C'est le cœur même de la légende. Alors posons la vraie question, est-ce que cela s'est réellement produit ? Des historiens ont cherché, longtemps, sérieusement, des cas bien documentés de chevaliers sauvant des femmes en danger de cette façon. Et le résultat est saisissant, car en fait, ils n'en ont pratiquement trouvé aucun. Des récits, oui, par centaines, sauf que ces récits ont tous les signes des belles histoires inventées plus tard, pas des faits réels notés à l'époque. Pire encore, quand on regarde ce qui se passe vraiment, on découvre souvent l'inverse de la légende, car au Moyen-Âge, les femmes riches étaient effectivement enlevées, et bien plus souvent qu'on ne le croit, sauf que personne ne volait à leur secours l'épée à la main. Voici comment se réglait un enlèvement dans la vraie vie. Pas par un duel héroïque, mais plutôt par la négociation avec le ravisseur, en faisant appel à la justice et aux tribunaux. En fait, exactement comme on procéderait aujourd'hui. La belle scène du sauvetage à cheval, elle n'existait que dans les chansons. Mais pourquoi au fait enlevait-on ces femmes ? Eh bien tout simplement pour leur fortune. Le procédé était brutal, et chose terrible, il n'était pas vraiment illégal à l'époque. Un homme pouvait ainsi enlever une femme riche, la forcer à l'épouser et mettre ainsi la main sur ses biens. Les veuves fortunées étaient les cibles les plus fréquentes. Pourquoi elles ? Eh bien parce qu'en se mariant, leur fortune passait au nouveau mari. Pour la fille d'un homme encore vivant, c'était plus risqué, car le père pouvait la déshériter et le ravisseur n'y gagnait rien. Mais une veuve riche, sans père pour la protéger, devenait une proie idéale. Un exemple célèbre est celui de John de Warenne, qui en 1316 fit enlever Alice de Lesseps, l'une des plus riches héritières d'Angleterre. Elle fut capturée alors qu'elle voyageait près de son domaine. L'affaire provoqua un énorme scandale, car l'enlèvement d'une grande dame touchait directement aux questions de pouvoir, d'héritage et d'influence à la cour. On peut également citer le cas d'Isabelle d'Angoulême, qui fut en quelque sorte enlevée politiquement par Jean Santerre en 1200. Elle était déjà promise à un puissant seigneur local lorsque Jean décida de l'épouser lui-même, provoquant une crise qui contribua au conflit avec la famille des Lusignan. Ce genre d'affaires montre que les nobles étaient souvent des enjeux politiques. Une héritière pouvait apporter des terres, des châteaux et des revenus considérables, ce qui rendait certains enlèvements beaucoup moins romantiques que les légendes chevaleresques ne le laissent croire. Dans certains cas, les femmes qui le pouvaient se tournaient parfois vers la justice. Certaines, enlevées et mariées de force, ont ainsi porté l'affaire devant les tribunaux pour faire annuler ce mariage, et y sont parfois parvenus. Leur arme n'était pas l'épée d'un sauveur, c'était leur propre courage et la loi. Il existe également plusieurs exemples qui malmènent le cliché de la princesse attendant son sauveur. C'est ainsi que certaines femmes résistaient parfois elles-mêmes. L'un des cas les plus célèbres est celui de Jeanne de Flandre au XIVe siècle. Pendant la guerre de succession de Bretagne, elle fut assiégée dans la ville d'Hennebont par les troupes françaises. Plutôt que d'attendre qu'un chevalier vienne la sauver, elle enfourcha un cheval, sortit de la ville avec quelques centaines d'hommes, contourna les lignes ennemies et attaqua leur camp par surprise avant de revenir à Hennebont. Son audace lui valut ainsi le surnom de Jeanne la Flamme. Le chevalier dangereux. Comme on vient de le voir, dans la réalité, le chevalier n'était pas toujours celui qui sauvait la femme. Bien souvent, il était précisément le danger dont elle aurait eu besoin d'être protégée. Cela choque, mais les documents médiévaux vont dans ce sens. Si l'on imaginait une vraie rencontre entre une femme et un chevalier, il serait souvent plus juste de dire que cette femme risquait d'avoir besoin d'être sauvée du chevalier lui-même, surtout si elle n'appartenait pas à la haute noblesse. Autrement dit, surtout si elle faisait partie de l'immense majorité des femmes.
Et ce n'est pas une caricature moderne. Même les textes qui ont contribué à façonner l'idée de l'amour courtois contiennent des passages glaçants. Au XIIe siècle, l'un des auteurs les plus célèbres de cette tradition expliquait qu'un chevalier devait se montrer respectueux envers les femmes nobles, mais qu'il pouvait traiter les paysannes presque comme des proies. Voilà le revers brutal de ce fameux amour courtois, une politesse réservée aux femmes de haut rang et presque rien pour les autres. D'ailleurs, d'où vient vraiment ce code chevaleresque que l'on imagine si noble ? On croit souvent qu'il est né spontanément chez les chevaliers, comme un idéal porté par ces guerriers en armure. En réalité, il fut surtout une tentative d'encadrement. L'Église voyait très bien ce que représentaient ces hommes, des combattants professionnels, lourdement armés, capables de terroriser des villages, de piller des terres et de se battre entre eux sans relâche. Elle a donc tenté de canaliser cette violence, de lui imposer des limites, des règles et des devoirs, une sorte d'idéal. Le code de chevalerie n'était pas le point de départ d'un monde civilisé, c'était en fait un frein posé sur des hommes dangereux. Et ce frein, disons-le, n'a jamais parfaitement fonctionné. Les chroniques racontent encore et encore les violences commises par ces guerriers. Au XIIe siècle, par exemple, un chroniqueur rapporte l'expédition d'un jeune chevalier dont les hommes ravagent les maisons de paysans et tuent leur bétail. Les paysans terrorisés se réfugient alors autour d'une croix. Le chevalier décide contre toute attente de les épargner. À noter que le chroniqueur présente ce geste comme un acte de grandeur exceptionnelle, digne d'être célébré. Le simple fait de sous-entendre que de ne pas massacrer des paysans désarmés pouvait passer pour un exploit moral signifie bien une chose, à l'époque la violence ordinaire était partout. Un autre seigneur de la même époque était connu pour une pratique encore plus effroyable. Il faisait couper un pied aux paysans qu'il croisait en territoire ennemi. Un acte calculé car un paysan mutilé, c'était un travailleur de moins pour l'adversaire et une bouche inutile de plus à nourrir. Voilà donc la triste réalité derrière la belle armure étincelante. Autre fausse légende. Tant qu'on y est, profitons-en pour examiner d'autres mythes du Moyen-Âge qui reviennent sans arrêt dans les films et les livres, la ceinture de chasteté. Vous voyez de quoi je parle, ce verrou de métal que le mari jaloux aurait posé sur sa femme avant de partir à la guerre pour s'assurer de sa fidélité. C'est une image très répandue et pourtant elle est presque entièrement fausse. La vérité, c'est que la ceinture de chasteté, telle qu'on l'imagine, n'a quasiment pas existé au Moyen-Âge. La plupart des objets présentés comme tels dans les musées se sont révélés après analyse bien plus récents. On a par exemple longtemps cru qu'une ceinture conservée dans un grand musée datait du Moyen-Âge. Quand on l'a enfin datée scientifiquement, on a découvert qu'elle avait été fabriquée au XIXe siècle, pas du tout à l'époque qu'on lui prêtait. Alors d'où vient le mythe ? D'abord d'un livre du XVe siècle, dans lequel un ingénieur dessine toutes sortes d'engins de guerre et glisse presque comme une plaisanterie le dessin d'une ceinture pour les femmes. Le ton du texte montre qu'il se moquait, qu'il ne décrivait pas un objet réellement porté, mais des siècles plus tard, on a pris ce dessin au sérieux. Et il y a un argument tout simple, presque physique, qui suffit à régler la question. Une ceinture en métal portée à même la peau pendant des semaines, c'est tout bonnement intenable. Cela provoquerait en effet des blessures et des infections graves en très peu de temps. Personne ne pouvait vivre ainsi. La ceinture de chasteté, dans sa version cauchemardesque, est donc une invention bien plus tardive, née surtout au XIXe siècle, à une époque qui était obsédée par le contrôle des mœurs. Parlons également de la fameuse prima nocte. Contrairement à une idée très répandue, il n'existe aucune preuve solide que les seigneurs médiévaux aient bénéficié d'un véritable droit de cuissage, leur permettant de passer la nuit avec la mariée de leurs paysans. Les historiens considèrent aujourd'hui la prima nocte comme un mythe largement construit après le Moyen-Âge. Cela ne signifie pas que les abus n'existaient pas, mais ils relevaient de violence et d'abus de pouvoir, pas d'un droit légal reconnu. Un monde étranger. Pour finir, posons une dernière question. Qui aide à mesurer à quel point ce monde était différent du nôtre ? Imaginez que vous puissiez voyager dans le temps et vous retrouver en plein Moyen-Âge. Pourriez-vous au moins parler avec les gens de l'époque ? La réponse est simplement non. Et c'est très révélateur, car la langue, elle aussi, change sans cesse. Elle évolue beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. Prenez le français ou l'anglais d'aujourd'hui, remontez de quelques siècles seulement et vous découvrirez une langue déjà très difficile à comprendre. Les mots ne sont pas les mêmes, l'orthographe est instable et surtout la prononciation est complètement différente. Au Moyen-Âge, les sons des voyelles n'étaient pas ceux d'aujourd'hui.
Un mot que vous croyez reconnaître à l'écrit, eh bien vous ne pourriez pas du tout le reconnaître à l'oreille. Ajoutez à cela les accents, qui variaient énormément d'une région à l'autre. À l'époque, on pouvait ainsi parcourir quelques dizaines de kilomètres et tomber sur une façon de parler totalement différente. Il n'existait pas de langue standard, comprise par tous, comme aujourd'hui. Et il y a un dernier obstacle, qu'on n'imagine pas toujours. Même si quelqu'un acceptait d'écrire pour vous au lieu de parler, eh bien vous ne pourriez probablement pas le lire non plus. D'abord parce que la plupart des gens à l'époque ne savaient pas écrire du tout. Ensuite parce que leur façon de tracer les lettres n'a rien à voir avec ce que nous connaissons. Et il faut se souvenir d'une chose étonnante. Pendant très longtemps, on écrivait sans espace entre les mots, sans ponctuation et sans majuscules ni minuscules pour s'y retrouver. En fait, tout était collé en une seule longue suite de lettres. Lire un texte demandait un vrai effort, presque un déchiffrage. Tout cela nous dit une chose essentielle, le Moyen-Âge n'est pas seulement une époque lointaine, c'est un monde profondément étranger avec sa langue, ses sons, ses codes et ses violences, qui n'ont presque rien à voir avec l'image lisse et romantique qu'on nous a transmise. En fait, la belle légende de la chevalerie est tout simplement née dans l'imagination des poètes, longtemps après que les vrais chevaliers aient disparu. Cela ne rend pas cette époque moins fascinante, au contraire, car la vérité plus dure et plus complexe est souvent bien plus intéressante que le conte pour enfants. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à la booster. Et dites-moi en commentaire quel mythe de l'histoire vous aimeriez qu'on démonte la prochaine fois ensemble. Mais avant de se quitter, voici une dernière anecdote sur un chevalier français qu'on ne pouvait décidément pas oublier. Pierre Terrail, que l'histoire a surnommé le chevalier Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche. Lui n'était pas une simple invention de poète, il a réellement existé, il est vrai pas au Moyen-Âge, mais plutôt au début du XVIe siècle, et il a vraiment incarné une grande partie de cet idéal qu'on croyait imaginaire. En 1524, blessé à mort par un tir d'arquebuse sur un champ de bataille en Italie, Bayard demanda qu'on l'adosse à un arbre, le visage tourné vers l'ennemi parce qu'il refusait de mourir en tournant le dos au combat. Un seigneur français passé à l'ennemi, et donc traître à son roi, s'approcha alors de lui et exprima sa pitié. Bayard, dit-on, lui répondit qu'il ne fallait pas le plaindre, car lui mourait en homme de bien, en faisant son devoir. C'était l'autre, le traître, qu'il fallait plaindre, pour avoir porté les armes contre son roi et son pays. Alors oui, le chevalier parfait des légendes n'a presque jamais existé, mais de temps en temps, très rarement, un homme a vraiment ressemblé au rêve. Et c'est peut-être pour ces quelques-uns que la belle histoire de la chevalerie a fini par traverser les siècles.